Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore en ce jour, après le temps de repos. Rencontre riche en votre émission de décryptage de l'actualité hebdomadaire revient sur votre chaîne Delta Santé. Et ce jour, je n'ai pas d'invité en studio. Ce sera ainsi pour chaque premier samedi du mois. Nous allons vous présenter un personnage historique, une personne qui a marqué l'histoire de notre pays. Ce sera ainsi chaque premier samedi du mois. Et pour ce jour, nous avons choisi de vous livrer l'entretien d'une personnalité qui a marqué la formation universitaire dans notre pays, le Togo, et pour cause, l'Université du Bénin, anciennement devenue aujourd'hui l'Université de Lomé, se prépare à célébrer dans le courant de ce mois le cinquantenaire de sa création. Pour mémoire, quelques années seulement après leur indépendance, l'Est Dahomey, devenu Bénin, et notre pays, le Togo, se sont entendus pour avoir un institut supérieur d'enseignement dont la section littéraire était à Lomé et la section scientifique à Cotonou, au Bénin. 5 ans après, c'est-à-dire en 1970, le désir des autorités togolaises de doter notre pays d'un établissement supérieur répondant aux normes et aux ambitions nationales a motivé donc la création de l'Université du Bénin avec seulement 5 écoles à ses débuts. Plus tard, en 2001, l'appellation Université du Bénin va être modifiée par un décret pris dans le courant du mois de mars de cette année 2001. L'Université du Bénin devient l'Université de Lomé dans le souci de désengorger la capitale et de créer l'Université de Caen. Dans cette émission, nous allons nous intéresser au premier recteur chancelier de cette université, le professeur Gabriel Ampa Johnson, que l'on peut considérer à bon droit comme l'un des artisans de la création de cette université, avec à son actif 2 séjours à la tête de l'institution. D'abord en 1970, à la date de la création, en 1986, puis un deuxième séjour de 1999 à 2003. Nous sommes allés à la rencontre de cet homme pour un entretien exclusif. Bien, Gabriel Johnson est fatigué, frappé par les infirmités de vieillesse, mais il a toujours la mémoire fraîche et l'esprit brio pour nous raconter cette aventure universitaire à ses débuts. C'est sur son lit de repos qu'il nous a livré ses souvenirs et déjà nous vous présentons toutes nos excuses pour les conditions dans lesquelles cet enregistrement a lieu. À tout à l'heure. Bonjour, professeur Ampa Johnson. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en ce jour pour nous raconter un peu votre vie, votre parcours professionnel, votre carrière universitaire. Au moment où l'université se préparait à célébrer les 50 ans de sa création, c'était en 1970 que l'Institut supérieur du Bénin était donc né et notre pays, le Togo, accueillait la filière scientifique littéraire, et vous étiez déjà le premier chancelier recteur de cette université. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier d'avoir bien voulu mettre votre antenne à ma disposition pendant cette période de fête qui commence de la mi-septembre et qui durera pendant un certain temps selon le désir des universitaires de l'université de Lomé qui sont là actuellement et des autorités supérieures. Écoutez, oui, c'est de nous raconter un peu le contexte historique dans lequel l'Université du Bénin, l'ancienne appellation bien sûr, a été créée. C'est très simple. L'Université du Bénin a été appelée l'Université du Bénin parce qu'elle est située au fond du golfe du Bénin. Le Togo est situé au fond du golfe du Bénin. Et à l'époque, il y avait la possibilité de choisir plusieurs noms. C'est ce nom-là qui a été choisi. Mais plus tard, ce nom a posé des problèmes à partir du jour où le Dahomey a pris le nom de République populaire du Bénin pour devenir République du Bénin. Donc, avec la ville de Benin City au Nigeria,
où j'ai été que je connais bien, avec la République du Bénin et l'Université du Bénin, il y avait une confusion et le courrier était envoyé de l'un à l'autre secteur parce que dans le courrier on faisait de la confusion sur le Bénin du Nigeria, Bénin ancien Dahomey et Bénin, l'Université du Bénin du Togo. Donc le Togo a changé de nom pour son université, pour l'appeler l'Université de Lomé. C'était en 2001. Exactement. Donc ça n'avait rien de structurel, en tout cas, ça n'avait pas agi quand même sur la structure de l'institution. Pardon? Ça n'avait pas agi sur la structure de l'institution, le changement de nom. Non, pas du tout. Il y a eu au contraire, la continuité a continué, ça a été poursuivi dans la continuité. C'est ça. On a changé. L'Institut supérieur du Bénin existait déjà depuis 1965. Voilà, vous avez bonne mémoire. Et ceci avec la section littéraire au Dahomey et la section scientifique au Togo. Plus tard, la permutation a été faite, si bien que les sciences sont passées au Dahomey et les lettres au Togo. Mais tout ceci... Avec 5 écoles à l'ouverture à l'époque. Oui, c'est ça. Et à l'époque, donc, tout ceci a changé lorsque j'ai été appelé à servir le Togo dans le cadre de l'université. Oui, avant cela, est-ce que les conditions étaient réunies pour que notre pays puisse ouvrir cette formation post-bac? Est-ce que les conditions, quels étaient les critères pour ouvrir l'université, professeur Ampal Johnson? Vous savez, les conditions étaient tout à fait spéciales. On faisait le baccalauréat ici en faisant venir des professeurs titulaires de l'Université de France, soit de Bordeaux, de Paris, de Marseille, pour présider le jury du baccalauréat. Bon, donc tout se faisait dans les règles de l'art, parce qu'on choisissait le jury qu'il fallait pour que les choses se fassent dans d'excellentes conditions. Mais lorsque l'Université du Bénin a été créée, il a fallu créer le service du baccalauréat. Alors j'ai été amené à créer ce service-là. L'office du baccalauréat? L'office du baccalauréat, ici au Togo, pour que les Togolais puissent passer le bac sur place. Mais alors, j'ai dû faire appel à des professeurs qui viennent de France, de Côte d'Ivoire, de Dakar et d'ailleurs, afin de remplir les conditions nécessaires pour que le bac se passe dans les règles de l'art. Et comment étaient les conditions de votre désignation? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une nomination, une désignation par vos pairs enseignants-chercheurs de l'époque? Et comment a été faite votre nomination à la tête de l'Université du Bénin? La nomination suit un système très simple. Elle se fait après le résultat du comité consultatif des universités. C'est-à-dire qu'il y a des comités de scientifiques, de savants dans toutes les sciences, mathématiques jusqu'aux sciences humaines, qui sont chargés d'étudier les dossiers de recherche des professeurs, les diplômes qu'ils ont passés depuis le baccalauréat jusqu'au niveau le plus élevé. Ensuite, les résultats de leurs recherches et l'impact de ces recherches sur le monde de la science de manière générale, ainsi que les services qu'ils rendent à la communauté dans le cadre de leurs activités universitaires. Donc, les conditions, c'était simple pour moi. J'étais déjà dans les cadres français à l'époque, c'est-à-dire que j'ai appris avec mes maîtres à suivre, que je suivais d'ailleurs, comment ils allaient au baccalauréat, ils m'associaient à ce qu'ils faisaient en France, puis ensuite je les ai suivis quand ils ont eu à examiner la construction de certaines universités, comme celle de Toulouse, dans un quartier de Toulouse, et d'ailleurs à Poitiers même,
où j'ai été étudiant pendant plusieurs années. Donc j'ai fait avec mes maîtres qui m'ont pris sous leur parapluie l'apprentissage du métier de la construction de l'université. C'est un compagnonnage, hein. Oui. Vous savez, c'est une chose qui ne s'invente pas. Ce n'est pas parce qu'on est professeur qu'on peut créer une université. Pas du tout. C'est un métier qui s'apprend. C'est ça. Et vous l'avez appris où et comment? Je l'ai appris pas à pas, petit à petit, avec mes maîtres, comme je l'ai dit. Et quand j'ai quitté la France pour venir, pour aller en Côte d'Ivoire, sur la demande de la Côte d'Ivoire, j'ai été chargé de la création du Centre national des œuvres universitaires de Côte d'Ivoire. Ce qui était une responsabilité énorme, puisqu'il s'agissait de s'occuper de la vie des étudiants, de construire des bâtiments de la cité universitaire, d'organiser la restauration et de m'occuper de leur service social, le sport, la santé, etc. C'est toute une vie universitaire finalement. Hein. Exactement. C'est ça. Et vous étiez où avant de venir à l'université, de venir créer l'université de Lomé? Du Bénin, oui. De l'université du Bénin. J'étais en Côte d'Ivoire. En tant qu'enseignant, chercheur? Les deux, enseignant, chercheur et directeur des œuvres universitaires. C'était un gros budget. En Côte d'Ivoire, j'ai fait construire 887 chambres sur le campus. Et ensuite, en ville, 600 chambres que les étudiants s'amusaient à appeler la cité Mao parce que les fenêtres sont en vitre rouge. C'est assez amusant, mais c'est une très belle cité. Il comprenait un théâtre, c'est pour les futurs couples, les jeunes étudiants. Et il y a eu d'autres cités comme la cité Mermoz, etc. Donc j'ai appris ce métier-là en Côte d'Ivoire. Mais en fait, je l'ai appris grâce à des hommes dont c'est le métier de construire des universités. Vous en avez souvenir de quelques noms de ces hommes, de vos maîtres de l'époque? Bien sûr. Quelques deux noms? Il y a eu d'abord le recteur Huard qui a construit l'université de Saigon au Vietnam et qui a participé à la construction de plusieurs universités en France. Puis il y a eu en France même le directeur du Centre national universitaire, qui est un homme absolument remarquable et qui a construit l'université d'Antony de 2000 chambres. L'université, non, la cité universitaire, je veux dire, de 2000 chambres et plusieurs cités en France. Donc, voilà des gens dont c'est la spécialité et que j'ai suivi parce qu'ils m'ont dit, écoutez, venez, on vous prend sous notre ombrage, et on vous protège. Mais avant de me lancer dans cette affaire de construction à l'université, de construction de centres universitaires, et de participer à la construction de l'université d'Abidjan, j'ai été voir les autorités politiques pour leur dire que ce n'était pas mon métier et que je devrais apprendre ce métier-là. Et on m'a donné le temps d'aller dans plusieurs universités françaises d'abord, à Grenoble. D'aller faire la main, se faire la main. Se faire la même, être logé comme un étudiant. Si c'est quand c'est pendant les vacances avec ma femme et l'un de mes enfants, comme un étudiant, j'allais manger au restaurant. Je vois comment le restaurant est organisé, voir comment marche le service, et comment marchent les différentes structures universitaires, comment elles évoluent. Puis de là, je suis passé à Paris, à l'université, au centre Jean Saraï, qui se trouve dans Paris, c'est le 5e. Et Jean Saraï, c'est quelqu'un qui a été professeur à Poitiers, puis qui est devenu recteur à Paris. Bon, on a donné son nom à cette cité, qui est une cité
énorme à plusieurs étages, juste près du métro, chose là, Luxembourg, la station Luxembourg. Donc, j'ai étudié cette structure depuis la deuxième, troisième cave jusqu'au 7e étage, comment c'est organisé, et même le secteur pour les étudiants malades en convalescence, tout ça, ça s'apprend. Tout doucement, j'ai pris des notes. Puis je suis passé dans d'autres cités universitaires, des restaurants français à Paris, avant d'aller là où moi-même j'ai été formé, à l'université de Poitiers, mais cette fois-ci comme apprenant, c'est-à-dire avoir étudié comment l'université a été. Et cette structure en tant que telle, et vivre là-dedans, cette fois-ci encore, comme un étudiant, non pas comme un professeur, et suivre et étudier, voir ces structures. Je dois dire une autre chose. Oui. Ce qui est important, c'est que la conception d'une université comme un ensemble où vit l'étudiant, avec la cité universitaire, les bâtiments de cours, d'amphithéâtres, etc., et voir les secteurs de recherche, de la pédagogie, les instituts de pédagogie. C'est une conception récente. Elle est très récente. Avant, on construisait des universités et les étudiants logeaient en ville, un peu partout, dans des secteurs loués par l'administration ou bien chez le personnel, chez les personnes qui ont des propriétés en ville, des chambres disponibles. Cette conception récente est l'un de ceux qui ont participé à la naissance de cette conception, c'est Robert Debré. Robert Debré, dont le nom a été donné à l'hôpital des enfants malades à Paris. Et je dois dire que Robert Debré, quand nous avons lancé la construction de l'université du Bénin à Lomé, selon sa conception et la conception d'autres collègues à Robert Debré, il a pris un avion, Falcon, il est venu me voir ici sur le campus, me rendre visite, pour voir comment nous étions en train d'organiser cette affaire. Et je l'ai présenté aux étudiants au cours d'une réunion dans l'amphithéâtre, dans un amphithéâtre de 150 étudiants. Et il a assisté à la réunion. Il leur a parlé, donné des conseils. Il a même signé le livre d'or de l'époque. Et j'espère que l'université a gardé ce livre d'or avec cette personne haute, une personnalité française, universitaire de tout premier plan. Alors, revenons sur votre parcours et votre carrière, notamment en ce début de votre nomination à l'Université du Bénin. Quelles étaient vos ambitions? Quel était votre programme, votre agenda pour cette université naissante dans notre pays? Écoutez, c'est très simple. Quand on vous met devant un terrain de 300 hectares qui est vierge. C'était la dimension de l'Université du Bénin. Oui. À l'époque, c'était 600 hectares. Mais ça a été réduit parce que quand les gens ont appris que l'université allait être installée là-bas, il y a eu une sorte de ruée vers l'or. C'est ça. Les gens de la ville de Lomé se sont précipités pour acheter des terrains aux propriétaires. Oui. Et finalement, la surface, il en restait 300. Quand on vous met devant une surface de 300 hectares avec des arbres là-dessus, avec des plantes, donc des animaux, des serpents, et qu'on vous dit, il faut construire l'université, il faut dire que c'est un véritable défi. Mais il ne faut pas, lorsqu'on est formé, reculer. Parce que le fait de vous nommer, d'être nommé à ce poste, c'est une marque de confiance de la part du gouvernement, et qui était d'ailleurs décidé à construire son université. Qu'est-ce que je dis par là? Je veux dire qu'il y avait la volonté politique de construire cette université. On donnait les moyens, dans la mesure où
le Togo disposait des moyens nécessaires pour construire cette institution. Donc, il fallait tout organiser. J'ai déjà dit qu'il fallait organiser le bac, je ne reviens pas là-dessus. Oui. Bon, maintenant, il faut organiser Les écoles, les facultés. chaque faculté, les écoles d'abord. Les écoles d'abord. Pourquoi des écoles? Parce qu'on est faculté que lorsqu'on a un nombre critique de professeurs de rang magistral, c'est-à-dire maîtres de conférence, 2, 3 maîtres de conférence, un professeur titulaire, 3 en général, mais on ne décrète pas qu'on est faculté lorsque on n'a que des assistants, des maîtres assistants. Ça ne Donc il y a tient des pas debout. critères justement pour l'ouverture de l'école, que l'école se transforme en faculté à des critères. Exactement. Donc là, ça se transforme en faculté. Sauf pour les écoles spécialisées, Bien sûr. comme les écoles d'ingénieurs, écoles supérieures, on dit dans ce cas, d'ingénieurs, ou bien d'agronomie, mais Agronomie. maintenant on dit aussi faculté d'agronomie, etc. Donc voilà comment se présentait le problème. Il fallait relever ces défis. Donc la construction des amphis, mettre le site au point, et au plan administratif aussi. Oui, mais pas tout de suite. Vous savez, on commence d'abord par étudier le terrain. Le terrain, comme je l'ai dit. Il y a des animaux, il y a des plantes, il y a le sol. On fait des forages, pas très profonds, mais enfin raisonnables, pour connaître la nature du sol, savoir si... Et on étudie la topographie et la cartographie du sol pour ne pas mettre les bâtiments dans l'eau C'est ça. en temps de pluie. Et maintenant, on étudie tout ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Et quand je dis l'approvisionnement en eau, c'est très important. Il y a l'eau de pluie qui tombe. Comment ça évolue? Il y a l'eau de choses d'approvisionnement en eau potable. Oui. Bon, il y a ensuite les eaux usées, comment les évacuer. Rien que ce problème est un problème énorme parce qu'il faut l'étudier pour la première tranche et les tranches à venir. C'est un problème considérable. Et ça, c'est pour les fluides. Bon, que j'appelle l'eau, mais il y a d'autres fluides. Il y a l'électricité, il y a les ondes, le courant force, le courant de moyenne fréquence, etc. Le téléphone, à l'époque, sans oublier que le téléphone a marché au point que maintenant il y a les portables. Bon, donc il faut envisager tout cela d'abord. Voir les spécialistes avant de commencer à travailler avec les architectes. Les architectes. Pour la construction des bâtiments. Ah oui, les architectes, pouvoir discuter avec eux. Il faut être formé pour discuter avec eux. Voir comment, connaître comment faire un bâtiment, la fondation, l'épaisseur des murs, le carrelage, la peinture, l'électricité, etc. Sinon, on a des problèmes terribles. Bon, et puis la climatisation est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc c'est venu au campus. Vous savez, en 1958, 59, 60, il n'y avait pas de climatiseur au Togo. C'est venu après. Donc là aussi, on a installé la climatisation dans les premiers amphithéâtres et ça a continué jusqu'à présent. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans cet espace prévu, il ne faut pas oublier que le nombre des bâtiments va augmenter au fur et à mesure que la population augmente, aussi. au fur et à mesure de la croissance de la population, que les besoins en fonds vont augmenter également, les besoins, je veux dire financiers, quoi. Bon, que les parents seront exigeants, les parents d'étudiants, les étudiants aussi exigeants. Et quand ils sont exigeants, ils déclenchent des grèves. Il faut pouvoir maîtriser ça pour qu'il n'y ait pas beaucoup de casse. Bon, les professeurs aussi. Bon, prévoir les différents centres d'activité, comme je l'ai dit, pour occuper les étudiants. Parce que c'est lorsqu'ils sont occupés à la bibliothèque, au sport, par exemple, au tennis, à la natation, etc.,
à ce moment-là, ils n'ont pas le temps d'aller faire de l'agitation et ils s'occupent de leurs études après. Et seulement, il faut bien qu'ils soient bien nourris aussi au centre des œuvres universitaires. Donc la création du restaurant, je m'en suis occupé parce que j'ai appris ça, comme je vous l'ai dit, en français, aux choses là à Abidjan. Bon, le principe que j'ai adopté avec l'équipe, je le dis très modestement, je n'étais que le porte-drapeau de cette équipe-là, c'est que l'étudiant venant à l'université doit savoir qu'il apprend quelque chose par rapport au milieu dont il vient, qu'il évolue un peu. Ce qu'il va manger, c'est en partie ce qu'il mange chez lui, préparé à l'échelle industrielle, mais il mangera aussi sur des menus étudiés, équilibrés, devant lui permettre de faire des études dans de bonnes conditions. Donc, là, donc tous ces détails sont importants quoi, dans la vie étudiantine, c'est ça? Très important, parce que, vous savez, il y avait, jusqu'à un moment donné, au moment où je partais, il y avait environ 5000 étudiants. Il fallait les nourrir. Et bon, tous ne venaient pas au restaurant. Mais il y en avait au moins 3000, 4000 à midi. Il y en a beaucoup moins le soir. Bon. Il y a le matin, le café, etc. Bon, le beurre. Et il y a les secteurs de conservation de la viande, du poulet, du poisson, etc. Les chambres froides. Tout cela a été étudié minutieusement de façon à ce que l'étudiant vive dans de bonnes conditions. Bref, si l'étudiant mange bien, s'il est dans de bonnes conditions physiques et morales, il étudiera tranquillement et il évoluera dans de bonnes conditions. Voilà la clé du système. Les professeurs aussi peuvent manger au restaurant à condition de payer le tarif double. Moi-même, je descendais au restaurant manger avec les étudiants. Je payais mon ticket de repas. Il n'y a pas de problème. Donc, quand ils voient que les professeurs viennent, que moi-même je viens manger comme eux, ils se disent, ah, c'est sérieux. Pourquoi je réponds à votre question de cette manière-là? Vous savez, lorsque j'ai terminé mon séjour là, à l'université, le 31 décembre 1985, donc le 1er janvier 1986, j'étais libre à l'âge de 55 ans, en respectant les lois. C'était le premier séjour, ça? Le premier séjour, exactement. Donc, à ce moment-là, il y avait dans les chambres de la cité des draps, des matelas, avec écrit là-dessus Université du Bénin, etc. Il y avait des assiettes avec des écrits là-dessus Université du Bénin, couteaux, fourchettes, etc. Quand je suis parti après, et que le président de la République m'a fait l'honneur de me rappeler pour venir reprendre le deuxième séjour. Le deuxième séjour. À partir de 99. Exactement. Je dois dire que ce n'était pas de gaieté de cœur que j'ai accepté. Alors, c'était une retraite que vous avez prise en 1985-86? Pendant ce temps, j'ai été... voilà, c'est une très bonne question. Pendant ce temps, je suis retourné en France. Et j'ai été nommé à Poitiers, à l'université de Poitiers, comme professeur titulaire. J'ai continué à travailler et surtout à assister l'administration dans le domaine des constructions universitaires aussi, parce que la ville de Poitiers s'est agrandie énormément et elle était sollicitée, l'université de Poitiers j'entends, pour la construction de l'université de La Rochelle. J'allais avec le président de l'université de La Rochelle pour étudier avec les membres de la chambre de commerce et les élus. Il y avait le député du secteur aussi qui voulait une université pour sa région, la région du sud-ouest. Oui, c'est bien cela. Et donc, j'allais là-bas. Mais aussi, pendant cette période morte, j'ai voyagé beaucoup. J'ai été consulté également pour la construction de l'université de Tahiti. Vous savez, Tahiti
c'est 24 heures de vol à partir de Paris avec une heure d'escale à Los Angeles. J'ai été là-bas au moins 6 fois pour suivre l'évolution, comment mettre sur pied cette université-là. Et avec le président de l'université de Poitiers, qui connaît bien d'ailleurs l'université de Lomé, puisqu'il y est venu plusieurs fois, et nous avons travaillé. Donc, voilà une période qui a été très remplie. Oui, pendant que vous avez quitté l'université du Bénin. Tout à fait. Puis après, vous avez été rappelé. Dans quelles conditions? Écoutez, c'est très spécial. J'ai été rappelé parce que j'ai souvenance que lorsque je suis parti, et comme je l'ai dit tantôt, que tout fonctionnait bien. C'est parti. Voilà, professeur Donsonapa, alors vous avez fait un premier séjour de 70 à 86, et puis après... 85. 85, c'est ça. Et puis après, on vous a encore appelé dans les années 99, n'est-ce pas? Alors, quelles étaient les conditions de ce retour, puisque vous avez dit que quand vous avez quitté en 85, ben, ce n'était pas du tout repos pour vous. On vous a encore appelé. Pourquoi donc? Dans quelles conditions? Bien, écoutez, moi, je ne savais pas du tout les conditions qui existaient ici à l'université après mon départ, puisque j'ai tourné le dos et que j'avais d'autres activités. Je n'avais que des informations éparses de temps en temps disant tout va bien, il y a un nouveau président de l'université, je pourrais vous le citer rapidement. Il y a eu le président, moi-même j'étais président de l'université du Bénin avant d'être recteur en même temps. Bon, j'ai passé le service au professeur Gaïbo. Gaïbo, oui. Bon, ensuite, l'a suivi le professeur Araji Nounou. Puis ensuite, il y a eu Sélo d'abord, qui m'a remplacé. Il y a Gaïbo. Mais il est parti à Dakar, puis à l'UNESCO après. Donc, il y a eu les 2 ans que j'ai déjà parlé. Puis il y a eu encore un autre qui a sort. Oui. Bon. Et puis maintenant, il y a, je crois, Kokoroko. Oui, voilà la série. Donc, en peu de temps, il y a eu un nombre important de successeurs. Je ne savais pas du tout ce qui se passait, moi. Et quand on m'a rappelé, je vous dirais franchement que ce n'était pas de gaieté de cœur que j'ai appris la nouvelle du rappel. Et je n'étais pas d'accord. Mais on a insisté à l'époque. Et c'est en revenant à Accra, à une conférence internationale de recteurs, que j'ai voulu faire un court séjour à Lomé pour saluer la famille, qu'on m'a dit, ah, bien vous savez, on vous appelle au niveau le plus élevé pour un entretien. J'y vais, on m'a dit, ah, il faut revenir. Je dis, bon, ben, je vais réfléchir. Cela a duré un certain nombre de mois, 4 mois, avant que je revienne, puisque j'avais d'autres activités qu'il fallait me préparer pour revenir. Et quand je suis revenu, je vous dirais que mon cœur a été transpercé de froid, d'effroi, parce que en visitant l'université, j'ai vu des bâtiments mal entretenus. Les climatiseurs ne fonctionnaient même plus. Et quand j'ai été au restaurant, là, vraiment, ça a été la catastrophe parce que le choc, en ce sens que les étudiants qui maniaient bien, qui avaient leur fourchette, leur couteau, leur cuillère, comme je l'ai dit, mangeaient avec la main directement, la main non lavée directement. Les conditions de gel étaient effroyables. Et j'ai dit non, ça, n'est pas normal. C'est pour ça qu'on m'a rappelé. J'ai compris pourquoi le gouvernement m'a rappelé pour reprendre cette affaire. Mais il a fallu donc reprendre entièrement les travaux de l'université, restaurer ce qui a été fait. Vous savez, la restauration, ce n'est pas
facile restera au point de remettre sur pied les bâtiments, le fonctionnement des choses là, du matériel, la climatisation, l'électricité. Il y a des secteurs même où ça ne marchait plus. Et ce sont des bonnes femmes recrutées un peu partout qui préparaient à manger dans la cour de l'université. Et ce n'était pas ce qu'il fallait, quoi. Donc, j'ai dû reprendre tout cela en main, remettre tout sur pied. Je dois dire que le gouvernement m'a soutenu et aidé dans cette tâche, je le reconnais. Et le travail n'a pas été facile, mais il a été fait. Et c'est en ce moment-là, précisément, pendant ce séjour difficile, qu'on m'a dit, bon, il faut vous occuper d'une nouvelle université à Kara, puisque j'étais nommé recteur chancelier. Pour être chancelier, il faut au minimum 2 universités. C'est ça. Bon, vous pouvez en avoir 4, 5 ou 6, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, écoutez, ça a été une période particulièrement difficile parce que construire une université à Kara, ça ne peut pas être dans les mêmes conditions qu'à Lomé. Lomé est dans une zone équatoriale, sub-équatoriale, avec 2 saisons de pluie, 2 saisons sèches. À Kara, une saison sèche, une saison de pluie. Et puis les sols ne sont pas les mêmes. Et j'ai dû faire le tour des petites villes qui sont autour de Kara même, rencontrer les habitants, discuter avec les chefs, voir ce qu'ils aimeraient avoir dans leur vie quotidienne, rencontrer les cultivateurs, bref, les hommes du secteur administratif et privé, les petits commerces, etc. Visiter le marché en étant habillé très simplement comme un seul citoyen et observer ce qui s'y passe. Donc, c'est après cette étude-là que j'ai fait appel à un certain nombre de personnalités de l'administration publique. Et je dois dire que j'ai trouvé là des hommes extrêmement dévoués, surtout dans le secteur de la mise en place de la cartographie et de la topographie du sol, qui est un autre sol que le sol que j'avais à Lomé. Donc il a fallu faire des carottes, c'est-à-dire des trous, pour voir la constitution du sol sur le plan géologique, la constitution du sol sur le plan pédologique, et puis les plantes, les animaux, avant de décider de la surface à occuper. J'ai dit au responsable de l'époque que j'ai eu 300 hectares à Lomé, mais là-bas il m'en fallait 1500. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des cultures en terrasse. Pendant la longue saison sèche, il y a le fleuve. Mais le fleuve est réduit au strict minimum dans son lit. Pendant la saison des pluies, le fleuve grossit considérablement et les berges sont cultivées. Il y a beaucoup de légumes, mais pendant la saison sèche, c'est une autre affaire. Il y a très peu de légumes. Donc, l'élevage est important dans ce secteur aussi. Donc, là, en demandant un grand terrain, je voulais constituer un jardin zoologique important pour qu'il y ait des animaux, pour faciliter les choses aux gens. Je dois dire que, bon, en plus de cela, j'avais fait créer des campus avancés. Ce que j'appelais campus avancés, c'est des terrains sur lesquels on pouvait cultiver un certain nombre de plantes vivrières à l'intérieur, comme dans le secteur de l'Université du Bénin, comme à l'intérieur dans le secteur de l'Université de Kara, où on pouvait faire des élevages et tout. Et j'avais, dans le secteur agronomique et dans le secteur de l'élevage, l'appui de mes amis des universités françaises, belges, allemandes et autres. Si bien que là, il y avait un travail passionnant, un défi encore à relever.
Pour la cartographie et la topographie du terrain, j'ai fait appel au domaine. Le directeur était M. Daké. Il est toujours là d'ailleurs. Et il y avait d'autres personnes qui ont été là-bas pour faire l'étude. Je dois dire qu'en attendant, j'ai dû aménager rapidement l'école normale qui était à Kara pour que les étudiants commencent déjà à faire les cours. le cours. Il y a un souci de désengorger le campus de Lomé. Si peu. C'est quand ça s'est développé, et ça, c'est que ça s'est désengorgé. Parce que au début, c'était difficile. Il fallait que cette école normale qui était conçue juste pour des instituteurs, tout comme d'autres écoles normales dans le pays, soit transformée en structure universitaire. Là aussi, c'est un autre défi. Et j'ai dû tracer les lignes, faire modifier les bâtiments, les installations. Et cela a duré très longtemps parce qu'il a fallu attendre au moins 2 ans pour commencer à faire les plans du campus de l'université de Kara. Et je vais vous donner un exemple frappant. Oui. Pendant la saison des pluies, les rivières grossissent là-bas. Et comme je l'ai déjà dit, il n'est pas facile de suivre l'évolution du courant, ainsi que des bras des rivières qui arrosent le terrain qui nous a été confié au campus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au directeur du service de la topographie de l'époque, qui était M. Daké, d'aller rester là-bas avec d'autres personnes. Mais il était souvent seul d'ailleurs, avec un parapluie ou un parasol, sous la pluie, pour mesurer le débit de ces rivières, en voyant passant parfois des serpents, des crocodiles, des scorpions, nuitamment et journellement, parce qu'on n'avait pas le choix. Si l'on veut connaître ce qui se passe dans la vie de ces rivières, de ces bras de rivière, c'était la seule solution. Et il a accepté de le faire pendant 2 ans. Et il a eu l'autorisation de son service, et de son chef de service, ou plutôt de son ministère. Et ça s'est très bien passé. Et c'est grâce à cela que le plan de masse de l'université de Kara a été fait. Vous pouvez voir le plan de masse ici et le plan jumeau est là. J'en ai fait 2, j'en ai livré un à l'université de Kara, l'autre est ici. Si on n'avait pas fait cette étude-là, on aurait mis des bâtiments, on aurait construit des bâtiments qui risquaient de se trouver dans l'eau. C'est ça. Et les premières propositions de certains que j'ai confiées à certaines personnes qui se disaient qualifiées pour faire ce travail ont montré clairement que sans cette étude du cartographe et du topographe, les bâtiments auraient été dans l'eau et ça aurait été catastrophique. C'est ça. Bon, je dois dire aussi que, Oui, allez-y, professeur. que ces personnes aux ressources-là sont des personnes que je cite volontiers. Mais à Lomé, j'en ai eu également au début de l'université du Bénin. Elles étaient au nombre de 5 seulement. Je peux les citer? Est-ce que vous m'autorisez à les citer? Allez-y. Bon. C'est pour leur rendre hommage, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Bon, il y avait Do Anali, il y avait également chose là, comment il s'appelle, vous savez, Oui. je cite beaucoup de noms. Il y avait Do Anali, je citais, il y avait Johnson Léonce, il y avait Yinevi Léopold, il y avait Léopold Yinevi, il y avait également monsieur le directeur du centre des œuvres universitaires, Folie Messanvi, et enfin Aidé Emmanuel. Ces personnes étaient au nombre de 5 seulement. Donc certains ne sont plus de ce monde. Je tiens à leur rendre hommage. Parce que vraiment, c'était des hommes déterminés à faire, à relever le défi et à faire réussir l'université, comme je l'ai dit aussi. J'en ai trouvé à Kara. Qui était dévoué aussi à la tâche. Absolument. À Kara même, dans la ville de Kara,
parmi les universitaires de Kara qui étaient à Lomé, et également parmi les habitants de la vie civile. Il y avait le maire de Kara qui était très décidé à nous aider, il nous aidait. Donc, le préfet également. Voilà ce que je peux dire pour ce travail-là. Et je tiens à rendre hommage à ces personnes parce que ce n'était pas facile. C'est ça. Voilà. Professeur Paul Johnson, alors, on revient sur vous-même. Hein. Vous êtes à la retraite, vous avez fait une brillante carrière universitaire, vous avez été entouré par des hommes de vous l'avez dit, vous avez eu des relations franches et sincères avec vos collaborateurs de l'époque, avec vos pairs professeurs, enseignants, chercheurs aussi. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'université d'aujourd'hui et de demain, hein, avec tout ce bagage d'expérience et de connaissances du terrain que vous avez eu tout au long de votre parcours? Le premier regard, hein, c'est que l'université s'est développée à l'université de Lomé, du Bénin, dans un espace clos assez limité. Et il n'y a pas longtemps, le président de l'université a bien voulu, le président actuel de l'université, a bien voulu me dédier, mettre mon nom sur un premier amphithéâtre de 1500. Avec le professeur Sédo. Avec le professeur Sédo. Je dois dire que j'ai été surpris. Et je lui ai dit, je lui ai remercié, je l'ai remercié bien sûr, et je lui ai dit que je ne serais réellement comblé que si les personnes qui avaient travaillé avec moi à tous les niveaux, au niveau de l'administration, des personnels enseignants et techniques, et des infirmiers, des infirmières, des femmes d'entretien, des agents d'entretien, des maçons, des électriciens, etc. Si ces personnes-là pouvaient être associées à cet hommage, je serais vraiment comblé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour réussir cette entreprise. Et je le dis encore humblement, je n'étais que le porte-drapeau du groupe. Ces personnes ne demandent rien du tout, mais on peut à ce niveau-là demander aux doyens ou aux chefs de service de temps en temps, pas tout le temps, de faire signe à quelques personnes, quelques anciens de l'établissement, de venir prendre un pot de 4, il peut y avoir de 5 ou 6 personnes à l'occasion de certaines manifestations sportives ou bien de certaines manifestations académiques, quand il y a des gens qui soutiennent des mémoires. Et je crois que ça leur fera énormément plaisir parce que ces personnes sauront qu'on pense à elles, au service qu'elles ont rendu. Pour avoir marqué l'histoire de cette université. Absolument. Ça, c'est la première idée que je pense là-dessus. Je ne sais pas si j'ai été entendu, mais je l'espère. Bon, quel regard je pose sur l'université à l'heure actuelle? Je crois que, étant donné que l'espace réservé à l'université est limité, j'ai dit 300 hectares, qu'on le veuille ou non, ou du moins avec le temps, quand les moyens augmenteront, cette université éclatera. Et éclatera, c'est une façon de parler, se diversifiera en université, par exemple, d'agronomie dans certains secteurs, comme Palimé ou autres, ou dans les régions sèches, pour l'élevage, en université de l'étude de l'eau. Donc des spécialisations, c'est ça votre idée? Le fait des universités de spécialisation spécialisées. L'idée, c'est que, vous savez, il y a des secteurs qui concernent tout le pays, comme la santé, mais il y a des secteurs qui peuvent être réservés à certaines zones ou certaines régions. Si vous voulez étudier comment produire beaucoup de poissons, mais vous avez le sud, et surtout la région d'Anéro, avec la mer, le fleuve, la lagune, le lac, etc. Vous pouvez mettre une université là-bas qui va étudier les ressources de la mer et même l'érosion, etc. Bon, si vous voulez une université qui
s'occupe de la production de la viande. La région du Nord est toute désignée. Et je répète que c'est pour ça que j'ai demandé un grand terrain pour l'université de Kara. D'ailleurs, le président de la République, le président Yardema lui-même, avait constitué un zoo après le massacre des animaux au cours des années 91-92, pendant les difficultés que nous avons connues, les animaux ont été massacrés parce qu'il y a eu un malentendu avec certains politiciens. Et bon, je ne fais pas de politique, hein, mais certaines personnes ont cru que l'on considérait les animaux plus que les hommes, vu qu'on protégeait les animaux, et certaines personnes pensaient qu'on ne protégeait pas les hommes. Donc on a massacré beaucoup d'animaux, on a exposé leur corps le long de la route, et ça a pourri au soleil. Mais pour que cette faune se reconstitue, il faudra plusieurs années. Donc le président lui-même a constitué un zoo que j'ai visité d'ailleurs à l'époque, qu'il m'a autorisé à visiter, et je vis là-bas des animaux qui m'ont vraiment impressionné, des gnous que nous ne trouvons plus ici. Il a importé des animaux de l'Afrique australe et d'autres pays. Il y avait beaucoup plus de lions. Le lion, c'était dans la fosse aux lions, dans la région de Bassar. Mais il n'y en a plus beaucoup. Ils ont été presque tous tués. Bon, en tout cas, il a reconstitué là une faune avec des zèbres, des gnous, etc., des impalas. Et j'ai été très impressionné par ce qui a été fait, parce que c'est une zone productrice de la viande. Et ça, quand on produit la viande, c'est pour tout le pays. Quand on produit du poisson, c'est pour tout le pays. C'est pour cela que certaines universités peuvent être spécialisées dans certaines fonctions, sans oublier que les fonctions de base restent les mêmes, les mathématiques, les sciences naturelles, la génétique, et les sciences sociales, etc. Dans leur crème restent solides dans ces établissements, dans tous ces établissements. Voilà le premier point. Le deuxième point, je vous écoute. Oui, alors, cet entretien tient à sa fin. Ça fait 50 ans que vous étiez aux commandes. Quels souvenirs gardez-vous? Si on vous demandait de citer quelques souvenirs de ce temps que vous avez passé à la tête de cette institution. Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est très simple. C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Satisfaction du devoir accompli. Et puis ensuite, un sentiment de fierté. D'avoir été le premier à diriger cette institution supérieure? Fierté d'avoir été le premier, mais aussi surtout d'avoir servi ce pays. C'est ça. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez, ce qui me vient à l'esprit, oui, c'est de citer tout de suite un Américain, un président, un chef d'État américain, le président Thomas Jefferson, a été élu président de la République 2 fois dans son pays. Et il a dirigé de 1801 à 1809. Il a été président, il a exercé 2 mandats, comme je l'ai dit, pendant la durée de 4 ans, fois 2. Et comme il a bien exercé ses fonctions, le peuple l'a reconduit pour une 3e fois. Mais il a refusé d'exercer ce 3e mandat. Et il a expliqué pourquoi. Vous savez ce qu'il a dit et écrit? Je vais vous le dire. Il a dit et écrit qu'il était beaucoup plus fier d'avoir été le fondateur de l'université de Virginie plus que de l'université de Virginie que d'avoir été le président des États-Unis. Je crois que je ne peux pas ajouter d'autres mots à ce qu'il a dit. Ce sont des termes forts. Il a utilisé d'autres arguments qui sont politiques et économiques, mais moi je me limite au secteur dont nous parlons en ce moment à l'université dans son fonctionnement. Donc un sentiment de fierté d'avoir participé à cette équipe très variée,
très composite, avec des étrangers qui sont venus nous aider, c'est-à-dire des professeurs venus de France, d'Allemagne, de Belgique, des États-Unis, du Japon, de Corée, des universitaires d'Afrique du Nord, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, d'Égypte. Bon, je tiens à rendre hommage à ceux-là et à leur exprimer un sentiment de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait des secteurs particulièrement délicats. Je ne veux pas prolonger ce secteur de conversation, mais quand, par exemple, pour la santé, vous savez, vous voulez former un médecin, il faut 7 à 8 ans. Oui. C'est pour le agrégé, il faut 3 ans de plus. Donc ça vous met à 10 à 12 ans. Bon, mais on ne peut pas attendre, compte tenu des problèmes de santé qui se posaient dans le pays, 7-10 ans avant de former les gens. Le problème a été soumis par le ministre de la Santé, Tchafalo Alilou. Il m'a dit, mais monsieur le professeur, nous avons des problèmes dans nos villages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouvez-nous une solution pour aider les paysans et tout le monde. Il dit, bon, je vais réfléchir, j'ai réfléchi. Je lui ai dit, bon, on va créer des assistants médicaux et qui feront leurs études en 3 ans et ils serviront dans les villages comme médecins, mais ils assistent médicalement le malade et quand ça se complique, ils envoient les malades exactement au médecin. Il a compris, on l'a fait. Ça, c'est positif. Bon, donc... Les souvenirs. Pardon? Les souvenirs, c'est ce que je veux savoir maintenant. Les souvenirs. Les bons souvenirs de ce temps passé. Bon, votre fierté d'avoir servi la nation, oui. D'avoir servi à la formation des intellectuels. Hein, oui, non. J'ai dit la fierté d'abord. Oui. Les souvenirs, écoutez, c'est d'avoir formé des cadres. Des cadres dont nous sommes fiers parce que, vous savez, c'est eux qui montrent que nous avons été utiles à la nation et à l'Afrique. Très bien, oui. Je dois dire que certains de ces cadres sont des hauts fonctionnaires. D'autres sont à un niveau moindre, mais ils sont utiles dans leur secteur. D'autres sont dans le secteur privé et font travailler aussi beaucoup de nos concitoyens ou des hommes dans les pays voisins. Enfin, ce qui nous rend encore beaucoup plus fiers, c'est que certains sont actuellement en poste et sont des chefs d'État. Ah, d'accord. Actuellement en poste. Donc que vous avez formé, n'est-ce pas? Mais que l'université a formé, vous voulez dire. Je vous ai toujours répété que je ne suis que le porte-drapeau et le coordinateur, si vous voulez. Donc, c'est eux qui nous rendent fiers, c'est eux qui nous rendent heureux, parce que nous avons l'impression que nous n'avons pas eu. Entre vous et vos successeurs, ceux qui sont là, est-ce que vous constituez ce repère, cette référence pour... ils viennent vous consulter? Écoutez, quand je suis parti, que j'ai tourné le dos, certains m'ont demandé s'ils pouvaient venir me demander conseil, etc. J'ai dit, écoutez, moi je suis parti, je peux vous donner des conseils, mais je ne veux en aucun cas peser sur vos décisions. Si vous me demandez des conseils, je le donnerai. Mais je n'irai pas vous dire, ah, il y a ceci qui ne va pas, cela qui ne va pas. Non. Je me suis retiré, chacun n'a qu'à faire ses preuves. Chacun n'a qu'à se battre, parce que la vie est un combat. Absolument. Professeur Ampar Johnson, si on vous demandait de faire un petit programme pour marquer les 50 années d'université, si on vous demandait quelle serait la meilleure célébration pour vous, en un ou deux mots? En un ou deux mots, moi, ça fait 50 ans pour l'université. Ce sont des noces d'or, en quelques mots. Sur ces 50 ans, j'ai passé 30 années de ma vie, plus de 30 années même de ma vie, à servir les deux universités. Je crois que c'est un bail. C'est bon. Si ça a été utile, si ces cadres-là servent à quelque chose, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Un dernier mot avant de prendre congé de vous? Bien, un dernier mot. Je souhaite longue vie à l'université
et une bonne fête à l'université, une bonne fête du cinquantenaire à l'université. Et tout comme j'ai eu à participer à d'autres anniversaires au centenaire de l'université de Tokyo en 1947, oui c'est bien ça, à l'université de Poitiers, au 550e anniversaire. J'ai été le seul Africain à être invité. Il y a eu un Asiatique et un Américain qui étaient des anciens étudiants de l'université de Poitiers. 550 ans, c'est beaucoup. Nous sommes à 50 ans. Remercions le ciel d'avoir réussi. Et je rends hommage aux dirigeants de ce pays qui ont créé l'institution et qui nous ont soutenus dans notre combat. Et je rends hommage aussi à tous ceux qui ont lutté pour que cette université continue de vivre. Et je suis persuadé qu'elle vivra longtemps. Merci. Je vous en prie. Bonne fête à vous aussi et bonne fête de cinquantenaire. Ah, merci, nous sommes tous ça. Vous comptez parmi les pionniers de cette université. Merci beaucoup, merci. Vous êtes en train de savourer votre retraite, pleine et totale, hein, après de bons et loyaux services rendus à la nation, comme on dit. Merci beaucoup. Comment passez votre temps de retraite, pour terminer définitivement? Pardon? Comment vous passez votre temps de retraite? Oh, ben, à lire, à écouter la musique traditionnelle, à écouter la musique classique, à écouter la musique d'autres horizons, comme la musique du Japon, la musique des Amériques, surtout du Brésil, et puis d'un peu partout. Vous aimez la salsa, c'est ça? Ah, ben, j'aime toutes les musiques, C'est ça. mais pourvu que ce ne soit pas trop tapageur. C'est ça. Mais je n'ai plus la chance d'aller danser parce que j'adore la danse aussi. Mais à mon âge, vous savez, Oui. on danse du cœur. C'est ça. C'est le cœur qui danse avec les autres. Merci, professeur Ampar Johnson, de nous avoir accueillis chez vous ici. Et malgré la fatigue, mais vous êtes encore en forme. Hein? On est jeune dans la tête et dans le cerveau. Et vous avez une mémoire fraîche. Vous nous avez tenu en haleine tout au long de cet entretien pour nous rafraîchir la mémoire justement de ce temps passé quand vous étiez à l'Université du Bénin et puis après de l'ONU. Merci à Radio-Télévision Delta Santé. Grand merci. Merci, merci beaucoup. Je vous Et en portez-vous prie. bien. Merci beaucoup. On a encore besoin de vous. Merci. C'est donc la fin de ce numéro exclusif de Rencontres et Échanges, cet entretien qui a donc été réalisé avec le professeur Gabriel Ampar Johnson, premier chancelier, premier recteur de l'Université du Bénin, aujourd'hui Université de Lomé. Je rappelle que le professeur Gabriel Ampar Johnson est titulaire de plusieurs doctorats, dont principalement un agrégé en biologie et surtout administrateur, créateur des universités, comme l'a dit. Plusieurs distinctions honorifiques à son actif, on peut en rappeler quelques-uns. Chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier de l'Ordre de Mono au Togo, chevalier de la Légion d'honneur en France, commandeur de l'Ordre Cruzeiro de Salles au Brésil, lauréat de la faculté de médecine de l'Université de Poitiers, médaille d'honneur de l'Université de Sao Paulo au Brésil, plusieurs palmes académiques. Il est né le 13 octobre 1930, donc il est âgé maintenant de 90 ans. Nous tenons sincèrement à remercier sa famille, la famille du professeur Gabriel Johnson, qui nous a autorisé à rentrer dans l'intimité de cet homme âgé de 90 ans sur son lit de repos pour l'interviewer. Merci au personnel de la maison du professeur Gabriel Johnson pour la collaboration. Merci à toute l'équipe technique qui produit et réalise chaque semaine cette émission pour cette nouvelle rentrée d'émission sur notre antenne. Ce sera ainsi chaque premier samedi du mois maintenant, en recevant une personnalité à marquer l'histoire de notre pays. C'est la fin de ce numéro de Rencontres et Échanges. Tout le plaisir était pour moi de vous retrouver après donc le temps de pause. À samedi prochain donc pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt.